On va démarrer cette troisième table ronde de la matinée. Alors, quand on fait un programme, on imagine les choses très timées, etc. Et puis, quand on est sur place, on se rend compte que quand même, c'est très dense. Donc, d'avance, merci de supporter, mais j'espère surtout d'apprécier cette densité des contenus qui vous sont proposés. Cette troisième table ronde, elle s'attache à considérer les habitants comme le premier public. Et effectivement, les patrimoines sont situés. Ce patrimoine, le théâtre de Lillebonne, il est là et pas ailleurs. Et c'est donc naturel de vouloir révéler d'abord ce patrimoine à ceux qui le côtoient, qui habitent sur place, les habitants. Bien sûr, ça n'empêche pas que ce patrimoine fasse venir des gens de beaucoup plus loin. C'est évidemment tout l'univers du tourisme, et on sait bien qu'en France, le tourisme patrimonial, c'est presque le principal de nos tourismes, surtout si on ajoute la gastronomie. Mais l'habitant lui-même peut aussi prendre cette posture du touriste chez soi. Et avec les 2 dernières saisons estivales qu'on a pu connaître, on sait bien que la population locale est finalement redevenue presque le premier public tout naturel de tous ces lieux, de tous ces sites patrimoniaux et autres. Donc c'est vraiment indispensable de réussir à lui ouvrir les yeux et à lui faire connaître ce patrimoine, ces patrimoines. Donc on a, pour explorer cette posture de l'habitant comme public, 4 intervenants très divers. C'est aussi le but de ce colloque. On a des responsables de réseau à des échelles nationales ou régionales, et puis on a des acteurs dans des lieux qui se visitent. Et on finira par eux deux. Donc Jonathan, à qui je donne la parole maintenant, Jonathan Fédy, qui est en ligne depuis Bordeaux. C'est le jeune responsable du réseau Villes et Pays d'Arrêt d'Histoire. C'est pas le bon nom, j'ai fait exprès parce que je sais que ça s'appelle désormais Sites et Cités Remarquables. Mais du coup, Jonathan, je te laisse le présenter et nous dire un peu comment ce réseau finalement se soucie des habitants. Comment les différents labels qui viennent constituer le réseau se soucient des habitants avant tout. Bien sûr. Alors tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? C'est parfait. Très bien. Merci beaucoup, Hermine, de m'avoir introduit. Donc effectivement, Jonathan Fédy, je suis le directeur adjoint de ce réseau qui s'appelle Cités Remarquables de France. Alors je vois la salle qui est comble. Je suis à la fois déçu de ne pas pouvoir être là, mais heureux d'avoir la possibilité d'intervenir auprès de vous en ligne. Ce que je voulais en quelques minutes aujourd'hui vous présenter, c'est justement comment les habitants peuvent être des acteurs, mais j'irais au-delà des ambassadeurs du patrimoine et du territoire. C'est vrai qu'on a questionné le lien entre habitants et touristes. Parfois, la frontière peut être un peu plus mince, mais c'est quelque chose sur lequel je voulais bien insister. Avec des exemples concrets, mais avant de vous donner des exemples concrets, c'est vrai qu'il y a 2 mots qui apparaissent aujourd'hui à l'écran, des termes, des labels, des marques, Villes et Pays d'Arrêt d'Histoire, Cités Remarquables de France. Je me dois, ça me semble normal, de vous présenter rapidement ces termes, ces termes effectivement. Alors tout d'abord, donc Cités Remarquables, c'est effectivement le réseau que je représente. Hermine a utilisé le terme de réseau, et c'est bien le cas. Un réseau national en France et en Outre-mer de 300 villes et territoires, 2200 communes, ce qui représente 13,5 millions d'habitants. Donc on va dire qu'il y a une certaine représentativité au niveau national. Et nos membres, comme vous le voyez à l'écran, ce sont les territoires qui sont détenteurs du label Villes et Pays d'Arrêt d'Histoire, un outil de valorisation du patrimoine, je vais y revenir. Et ce sont les territoires qui ont un classement site patrimonial remarquable. Le site patrimonial remarquable, c'est un document d'urbanisme patrimonial qui permet de préserver le patrimoine, mais tout en ayant un projet urbain. Donc, dès le départ de notre association, il y a véritablement un croisement entre la connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine.
Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous sembler étrange. On est une association de collectivités sur le patrimoine, mais on ne s'occupe quasiment pas de monuments. Pourquoi? Puisqu'en fait, notre approche porte avant tout sur le patrimoine d'un point de vue très large, patrimoine en tant que cadre de vie, en tant qu'environnement, en tant qu'espace public, ce qui nous conduit aujourd'hui à développer des axes de travail très larges qui portent sur le tourisme et le patrimoine, comment le patrimoine peut être un moteur de développement durable, sur la revitalisation des quartiers anciens, notamment en lien avec les programmes en cours dans les territoires, notamment normands. Peut-être avez-vous entendu parler des programmes Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain sur lesquels nous sommes partenaires. Le lien très fort qui existe entre patrimoine et développement durable, la valorisation des patrimoines, je vais bien sûr y insister, et puis un point particulier de notre association, c'est que eh bien, dès 2000, nous intervenons à l'échelle internationale avec des projets internationaux aujourd'hui dans une vingtaine de territoires. Donc nous sommes, notre particularité, eh bien, c'est d'être le réseau des villes et des territoires qui place le patrimoine au cœur des projets de territoire. Une vingtaine de membres, par exemple, en Normandie, d'autres vont nous rejoindre bientôt, et notamment eh bien, la cité Lillebonnaise, qui est adhérente de Cité Remarquable. Vous le voyez, on est un réseau de collectivités locales, des villes et des intercommunalités. On a de nombreux eh bien, partenaires, on a un lien entre les collectivités locales et l'État et les régions, puisque nous sommes en partenariat avec la région Occitanie, Normandie depuis 2 ans, et puis on développe des projets avec d'autres régions. Voilà en quelques mots, Cité Remarquable. Alors, pardon, je me permets 2 secondes, Jonathan, sans aller trop loin pour qu'on comprenne le détail de chacun de ces labels. On t'attend aussi beaucoup sur en quoi est-ce que vous vous adressez aux habitants, avant tout. Bien sûr, oui. Bien, je vais y venir à travers justement peut-être des exemples concrets. Alors, justement, si je reviens en arrière, on parlait des habitants. Nous, notre angle d'attaque, voilà, c'est d'aborder le patrimoine d'un point de vue très large. Et donc, finalement, lorsqu'on questionne le patrimoine, par exemple, on peut eh bien, aborder les démarches de valorisation du patrimoine, je vais y revenir, mais aussi aborder des choses très, très dures et concrètes, comme le traitement de l'habitat insalubre, c'est-à-dire comment on vit aujourd'hui dans les centres anciens. Donc, c'est-à-dire à la fois une approche de visiteur, de découverte du patrimoine, mais aussi une approche très, très directe des personnes qui habitent aussi dans les villes et aussi qui en sont les usagers. Sur le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, donc c'est l'un justement des labels entre guillemets qu'on regroupe à Cité Remarquable. Donc c'est un label qui n'appartient pas à Cité Remarquable, mais au ministère de la Culture, qui a aujourd'hui quasiment 40 ans et donc qui s'est forcément beaucoup développé sur le territoire national avec eh bien 205 territoires labellisés. Alors il ne s'agit pas d'un label entre guillemets simple, d'une plaque qu'on va poser sur un bâtiment, sur une mairie, mais c'est véritablement un outil structurant puisqu'il implique le recrutement d'une équipe spécialisée dans la médiation et dans l'interprétation du patrimoine. C'est-à-dire que dans ces 205 territoires labellisés en France, il y a quasiment à chaque fois effectivement une équipe qualifiée sur ces sujets et qui a pu développer eh bien, des actions très pertinentes en matière d'implication des habitants dans le patrimoine. Et donc, on est sur une démarche véritablement transversale, multidisciplinaire, pour à la fois eh bien, connaître le territoire, valoriser tous les patrimoines. Je pense au patrimoine bâti, architectural, naturel, immatériel, sensibiliser toutes les générations d'habitants avec un accent très important mis sur le jeune public, et puis aussi instaurer des espaces d'échange par le biais d'outils ou d'espaces qui vont pouvoir être mis en place. Alors, plus spécialement, moi, ce que j'avais souhaité faire aujourd'hui et ce que je t'avais proposé, Hermine, c'était pour illustrer ces propos. Alors, nous, on est un réseau de collectivités
Et nous, eh bien, ce qui est d'abord important pour nous, c'est de valoriser et de mettre en avant les expériences de nos territoires et de nos collectivités. Alors, on a de nombreuses publications, justement, qui mettent en avant comment les habitants sont au cœur des projets. Mais je voulais, à travers de deux exemples très concrets, très précis, deux exemples normands d'ailleurs, montrer comment eh bien, l'habitant peut être placé au cœur des démarches de valorisation du patrimoine. Deux exemples que je vais vous montrer maintenant. Le premier, Coutances, mer et Bocage, et le deuxième, la métropole Rouen-Normandie. Merci, il y a la Seine-Maritime. Voilà. Alors, ce sont des exemples qui sont finalement, entre guillemets, simples. J'ai souhaité proposer des éléments qui peuvent être parfois reproductibles. Alors, ce sont des exemples que j'ai pris en Normandie, mais qui, bien entendu, existent dans d'autres territoires. Alors, Coutances, mer et Bocage, je ne vais peut-être pas faire l'affront de développer ce qu'est ce territoire, mais je sais qu'il y a dans la salle et en ligne des personnes qui nous suivent qui ne sont pas forcément normands. Alors, Coutances, mer et Bocage, juste pour situer quand même le territoire, c'est 49 communes pour à peu près 49 000 habitants. Autant vous dire qu'on est dans un territoire très rural, entre le bocage normand et le littoral. On a une dizaine de communes qui ont plus de 1000 habitants, mais le reste, ce sont des très petites communes. Et Coutances, mer et Bocage, c'est un territoire qui avait un nom bien entendu différent avant, qui a obtenu le label dès 1989, le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Donc avec une équipe qui a été structurée, qui a été mise en place, qui est d'ailleurs portée par le service patrimoine et musée, mais dans d'autres territoires, et c'est intéressant de le noter, le label peut être porté par des services tourisme, urbanisme, éducatif, etc. Une valorisation du patrimoine varié, à la fois le patrimoine bâti, les paysages, le patrimoine contemporain et immatériel. Et chaque année, c'est un chiffre quand même important de le noter, le service Pays d'Art et d'Histoire implique à peu près 6500 habitants. 6500 habitants pour 49 000, c'est quand même pas anodin. C'est un service qui est très actif et qui organise de nombreuses actions. Et parmi ces actions qui me semblaient intéressantes, ce sont ces week-ends du patrimoine en matière de médiation culturelle en milieu rural. Eh bien, j'aimerais vous parler de cette initiative. C'est une action qui est proposée de février à juin, avec au moins une date par mois. C'est un circuit de visite et de circuits qui sont proposés tout d'abord vraiment pour les habitants, pour découvrir la richesse du patrimoine et du territoire, donc qui se focalise en général sur une commune, mais l'idée c'est d'aller au-delà de ce que les habitants peuvent voir, en proposant par exemple, vous le voyez sur l'image de droite, en proposant des lieux privés qui ne sont d'habitude pas ouverts à la visite. L'idée, c'est de découvrir aussi des villes, des villages, mais d'une manière globale, pas seulement sur un ou deux monuments, mais de voir les aménagements des bourgs qui sont proposés, les propriétés privées qui ne sont pas forcément ouvertes au public, et proposer un nouveau regard aussi, pas seulement sur le monument, mais comment il s'inscrit dans le projet aujourd'hui de la collectivité. Alors, ces week-ends du patrimoine, il y a finalement trois grands objectifs. C'est d'abord de faire des habitants des acteurs du patrimoine en leur donnant une égalité d'accès, de connaissances au patrimoine. Et c'est aussi faire prendre conscience de l'intérêt du patrimoine dans le cadre aussi des différentes actions de préservation du patrimoine qui peuvent être mises en place. Par exemple, à Coutances, il y a la mise en place d'un site patrimonial remarquable. Certaines personnes pourraient parler de contraintes, nous on préfère parler d'ambition patrimoniale. Le fait d'avoir un outil qui sensibilise en lien avec un document d'urbanisme qui peut parfois paraître froid et vu de manière négative, c'est quelque chose de très positif pour accompagner aussi les démarches des collectivités. Et puis c'est aussi, je parlais des habitants en tant qu'acteurs, les habitants en tant qu'ambassadeurs du territoire, puisque souvent,
c'est la possibilité pour ces habitants, lorsqu'ils accueillent des amis, de la famille, d'autres territoires, de devenir des ambassadeurs du territoire. Alors, quelques données très concrètes sur ces week-ends du patrimoine. Je disais que c'était la destination des habitants, ce sont des événements qui sont totalement gratuits, qui accueillent environ 35 personnes pour chaque événement et qui existent depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, quasiment toutes les communes, toutes les 49 communes ont été traitées. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que 10 ans avant, ce n'était pas les week-ends du patrimoine, c'était la journée des églises. On voit bien qu'on s'est élargi, on est passé d'une approche monument, mais qui peut être intéressante, je ne dis pas le contraire, mais voilà, d'une approche monument, une approche un peu plus globale sur la ville dans son ensemble. Alors, tu peux nous présenter le deuxième exemple. Je suis désolée, je te fais accélérer un petit peu, mais parce que ça fait plus de 10 minutes et il y aura des questions probablement. Le deuxième exemple qui est pris sur Rouen. Tout à fait. Voilà, bon, j'avais terminé de toute façon, donc ça tombe bien. Simplement pour dire, ça fait 10 ans et donc les perspectives, c'est aussi d'essayer d'attirer un public plus jeune en utilisant des moyens de communication un peu plus divers, diversifier l'offre et aussi en lien avec des enjeux d'aujourd'hui, notamment liés à l'érosion du littoral, l'aménagement du territoire et des nouvelles formes de visite. J'arrive justement sur ces nouvelles formes de visite. Je mets des guillemets sur ces nouvelles formes de visite puisque finalement, elles sont expérimentées dans de très nombreux territoires en France et depuis finalement de nombreuses années. C'est le cas à la métropole Rouen-Normandie. Voilà un exemple plus proche. Un grand territoire, un demi-million d'habitants sur 71 communes, mais finalement de nombreuses communes rurales. Le service Pays d'Art et d'Histoire, en fait, s'est intéressé sur une approche plus sensible du patrimoine et parti du principe d'avoir des approches sensorielles et de s'appuyer sur les 8 formes d'intelligence telles qu'elles ont été développées par le psychologue Howard Gardner. C'était l'idée de ne pas seulement avoir un discours rationnel, centré sur les connaissances, mais plutôt sur ce qui peut faire sens pour chaque visiteur. Alors, sauf que la métropole Rouen-Normandie, ce sont les guides conférenciers, du moins, ce sont des guides conférenciers avec des spécialités en histoire de l'art, géographie, mais ce ne sont pas des spécialistes de la psychologie, des émotions, des sens. Et donc, ils ont fait appel à une association belge qui est venue sur place, qui s'appelle Patrimoine à Roulettes, qui a réalisé une formation d'1 semaine. Et donc, ça s'est fait en 2 étapes. D'abord, un test, en fait, des différentes visites proposées par les guides conférenciers, avec, par exemple, donc simplement les guides conférenciers qui réalisaient des actions. C'était, par exemple, dessiner ce qu'on avait en face de soi sans pour autant regarder, pour avoir une idée des volumes. C'est tracé avec son doigt la skyline, donc en fait, ce qui sépare le bâtiment de l'horizon pour avoir une idée des volumes. C'était avoir des visites à l'aveugle, comme vous voyez ici. Et donc, une fois que les guides conférenciers ont été familiarisés avec ces techniques, on est passé à directement l'expérimentation avec, entre guillemets, du vrai public, avec 2 ambitions. De prérequis, c'était de toucher l'intégralité des 8 formes d'intelligence et de n'avoir aucune information pour le public de la part des guides conférenciers. Donc, il y a des petits groupes qui sont passés d'atelier en atelier. Et ici, vous avez 3 exemples, par exemple, des actions qui ont été menées. Je m'arrêterai là. Vous avez sur la gauche de l'écran des poèmes qui ont été susurrés au vu des vitraux. Vous avez tout à fait à droite ces visites à l'aveugle, avec un miroir qui permet de se rendre compte de la grandeur, en l'occurrence dans un monument gothique, se rendre compte de la grandeur, mais aussi du vide. Et au milieu, c'est peut-être un peu moins parlant, mais c'est une immense dictée musicale qui avait été organisée dans l'être Saint-Maclou à Rouen, où il y avait des morceaux de musique qui a été joués par un organiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est les morceaux de musique de toute époque. Il y avait aussi du Led Zeppelin. Et donc, les personnes dessinaient ce qu'ils ressentaient, donc ce qui permettait d'être véritablement en lien avec le bâtiment, avec l'ouïe,
avec la vue, avec finalement ce qu'on ressentait. On était face à un mouvement individuel et collectif où le visiteur finalement n'était pas simplement récepteur d'un savoir, d'une connaissance, mais où il était véritablement acteur de la visite. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, dans cette salle, il y a des gens qui ont dû peut-être participer à cette expérience, et j'en vois qui disent que oui. Donc voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Jonathan, pour ces 2 exemples. Et puis, on aura un petit temps de questions qui pourra revenir là-dessus. Mais je vais, sans transition, passer la parole à Nicolas Coquillard, qui, lui, est aussi un représentant d'un réseau, mais alors le réseau des offices de tourisme. Ça nous paraissait utile de faire ce petit pas de côté, même si ce n'est pas vraiment un pas de côté, parce que les offices de tourisme, évidemment, valorisent toutes les richesses d'un territoire, dont son patrimoine. Mais il y a eu ce même mouvement récemment de s'intéresser prioritairement aux habitants. Donc, merci, si tu peux nous en parler avec aussi des exemples un peu plus précis chez vous. Merci, Hermine. Donc oui, en effet, un petit pas de côté, puisque nos 2 secteurs du tourisme et de la culture sont intimement liés, on le sait bien. Les offices de tourisme travaillent au quotidien avec les acteurs de la culture, des musées, des sites de loisirs et autres. Et du coup, on vous remercie de l'invitation à ce colloque. La fédération, donc moi je travaille à la Fédération régionale des offices de tourisme de Normandie. On a une toute petite structure associative de 5 salariés. Et au quotidien, nous accompagnons les offices de tourisme dans leurs projets de structuration, accompagnement juridique et social. On les accompagne également sur de l'appui technique sur les démarches de progrès, démarches qualité tourisme, tout ce type d'accompagnement technique. Et enfin, on s'occupe du plan de formation des salariés du réseau des offices de tourisme. Hop. Le réseau en quelques chiffres, on est un réseau de 63 offices de tourisme sur la région Normandie. On est passé de 153 à 63 offices de tourisme après la loi NOTRe, suite à la recomposition territoriale. En revanche, au nombre de bureaux d'information touristique, ça a peu évolué. Alors, il y a une trentaine de bureaux en moins, mais on est sur un réseau de 178 bureaux dans la région, 630 salariés permanents. On monte à plus de 1000 salariés en période estivale avec les emplois saisonniers. En termes d'accueil de visiteurs, à peu près, alors là on est sur des chiffres de 2019, bien entendu, suite au contexte qu'on a connu sur les 2 dernières années, les chiffres sont moins élevés sur les accueils physiques, mais c'est quasiment 3 millions de personnes qui rentrent, qui poussent les portes d'un office de tourisme chaque année. Et les portes digitales, puisqu'aujourd'hui c'est la principale porte d'entrée dans les offices de tourisme, c'est le digital. On est un peu plus de 8 millions de visiteurs sur les sites des offices de tourisme. Au-delà de ces chiffres, ce qu'il faut retenir, c'est que le réseau des offices de tourisme est un réseau de proximité. Quasiment 180 bureaux, un office de tourisme tous les 15 km à peu près en Normandie. Alors, on a des endroits, j'ai un exemple, on a 2 offices de tourisme qui sont à 300 mètres d'écart, peut-être un des rares cas uniques en France, 2 stations de la côte normande, voilà. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est vraiment un réseau un maillage territorial fort avec un réseau de proximité bien identifié par les habitants. Pour faire le lien avec les visiteurs, 44% des usagers physiques, donc des gens qui poussent la porte d'un office de tourisme, sont des locaux. Alors les locaux, les codes postaux 14, 50, 76, 27 et 61 pour notre région, mais voilà, c'est quasiment presque 1 sur 2 qui pousse la porte des offices de tourisme. 38% des demandes traitées par les OT sont issues des locaux. Donc voilà, on est sur une tendance globale qui est en croissance. Alors, avec cependant des variantes selon la nature même des offices de tourisme, qu'on soit dans une station balnéaire, sur la côte en plein été, un office de tourisme en plein milieu rural dans l'Orne, ou l'office de tourisme de la métropole de Rouen, on a des typologies de clientèle qui varient. Mais globalement, on a quand même une tendance générale à la croissance des clientèles locales. On échange régulièrement avec notre fédération nationale et les collègues des autres régions et on pense avoir des réponses on a une explication du fait
on a cette proportion de population locale qui augmente à travers 3 éléments. Le premier, c'est l'apparition ou la consolidation de nouveaux services dans les offices de tourisme. On va penser à, par exemple, des billetteries, des guichets uniques dans certains territoires qui sont identifiés, qui font que les locaux reviennent dans les offices de tourisme. Des programmes d'animation dédiés pour les locaux également. Ça, on voit ça de plus en plus apparaître. On a un deuxième élément qui est assez intéressant, c'est le fait qu'il y ait une présence humaine. Alors, ce qui peut paraître un petit peu contradictoire avec l'actualité, où on a une société qui est hyper digitalisée, mais en fait, on a des gens, des locaux qui poussent la porte de l'office de tourisme également pour avoir un contact humain, échanger. Et donc un conseil, j'imagine. Exactement. Donc ça, c'est tout le travail qui a été mené au niveau national, de faire le travail du conseil éclairé, d'être beaucoup moins partial, tout d'aller un peu plus loin en profondeur dans le traitement des questions. Mais ce qui fait que voilà, on a ce côté humain qui ressort beaucoup et qui fait que les gens poussent la porte des offices, les locaux poussent la porte des offices de tourisme. Et puis enfin, le troisième élément, c'est l'élément contextuel. Bien entendu, après 2 années de crise sanitaire et autres, mais on a vu se développer tout ce qui est locatourisme, staycation. Donc là, vraiment, des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de pousser la porte de l'office de tourisme, qui pensaient que l'office de tourisme n'était qu'un lieu réservé aux touristes. Et en fait, non, les gens reviennent, poussent parfois pour la première fois la porte de leur office de tourisme au niveau local, mais pour découvrir ce qu'ils peuvent visiter, redécouvrir leur territoire. Slide. Donc, suite à cela, au niveau national, on a mené des travaux et en fait, il y a plusieurs enjeux qui sont sortis pour faire que les offices de tourisme soient aussi dans l'air du temps. 3 enjeux, 3 challenges à travailler. Faire découvrir son territoire aux clientèles de proximité. Donc là, il y a vraiment un effort au niveau national il y a vraiment un mouvement de fond là-dessus qui est mené. Deuxième enjeu, s'appuyer sur les habitants pour en parler. Parce que les habitants sont une vraie ressource, entre guillemets, matière première, sur lesquelles les offices de tourisme peuvent s'appuyer pour faire du marketing notamment. Et enfin, le troisième élément qui est fondamental, c'est s'appuyer sur les habitants pour construire le tourisme de demain. On le voit sur certaines zones où il y a des tensions touristiques. On ne peut pas faire sans. Donc, au niveau des illustrations, donc sur le premier enjeu, faire redécouvrir son territoire aux clientèles de proximité, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de faire bien prendre conscience qu'un office de tourisme n'est pas réservé qu'aux touristes. Et on a vu des mouvements de fond se mettre en place en Normandie, d'ailleurs. On était le premier office de tourisme à faire sa mue à Évreux. On est passé d'office. Alors, dans le monde du tourisme, on en a beaucoup parlé. Ici aussi, je pense. Aussi. Donc, l'office de tourisme s'est transformé en comptoir des loisirs en 2018, vraiment avec pour objectif de se tourner prioritairement vers les habitants. L'agglomération d'Évreux avait travaillé sur le sujet. Ils avaient fait un constat que, honnête, Évreux n'est pas une ville touristique. Et peu de territoires l'assument. Alors c'est vrai, on a un gros réseau d'offices de tourisme, mais il n'y a pas du tourisme partout. Et Évreux avait eu cette honnêteté de dire qu'on n'est pas une ville touristique. Et si on veut travailler justement ce développement du tourisme, on ne peut pas faire sans les habitants. Et l'habitant doit être un pilier essentiel pour mener une politique de développement touristique cohérente. Donc ils ont... Ça a été une des premières actions, était créer justement, déménager l'office de tourisme, le mettre dans une zone passante, fréquenter donc dans la rue de la Harpe, juste en face de la cathédrale, le déplacer vraiment dans un lieu passager et fréquenté par les habitants. Donc voilà, ils ont vraiment fait ce travail. Après ça a été suivi, il y a une grande tendance nationale. Là, vous avez à l'écran l'exemple, toujours un comptoir local. Évreux a inspiré les collègues, mais là on est en Charente-Maritime, dans le secteur d'Aunis, Marais, Poitevin. Donc on n'est pas sur le littoral, on n'est pas sur l'île de Ré, on n'est pas à Châtelaillon, La Rochelle, on est plus en rétro-littoral. Et eux, ils ont vraiment fait un parti pris de travailler, de valoriser le local, de travailler avec les habitants, avec les associations, les entreprises locales, toute mise en place de boutiques basées sur l'économie circulaire,
Et puis également des actions de communication, les brefs du comptoir, vraiment à destination ciblage uniquement des habitants. Donc là, voilà, il y a vraiment ce mouvement de fond qu'on observe au niveau des offices de tourisme pour faire redécouvrir son territoire aux clientèles de proximité. Au niveau du deuxième enjeu, s'appuyer sur les habitants pour parler des territoires. En Normandie, la région Normandie a lancé un dispositif il y a maintenant 3 ans qui s'appelle Secret Normand, peut-être certains d'entre vous le connaissent, et travaille en lien avec le réseau des offices de tourisme de Normandie pour justement organiser à travers la région des ateliers de collecte de secrets. Alors, ce secret, c'est-à-dire que derrière cette notion, l'idée c'est d'aller proposer à travers un site internet des lieux inédits, secrets, des lieux qui sortent en dehors des sentiers battus. Alors bien entendu, on peut sortir des secrets sur des lieux très fréquentés, Mont-Saint-Michel, Étretat et autres. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de s'appuyer sur l'expertise des habitants pour qu'ils parlent de leur Normandie et promouvoir aux gens qui visitent notre région des lieux en dehors des sentiers battus. Parce qu'on a observé ces tendances quand on est tous visiteurs, touristes à un moment ou à un autre, quand on va dans une région, si je vais à Londres, je vais avoir envie de m'immerger pour boire un verre dans un pub qui est fréquenté par des Anglais à la sortie du bureau. Si je vais au Pays Basque, je vais avoir envie de sortir de Biarritz et des lieux, des hotspots, et d'aller vraiment plus en arrière-pays, rencontrer les gens, s'immerger dans une culture locale. Et à travers cet outil-là, les offices de tourisme essayent justement d'aller récolter, d'aller chercher des habitants, des personnes ressources, pour pouvoir promouvoir des lieux insolites, sympas de Normandie. Et ton dernier enjeu? Et le dernier enjeu, pour faire vite. Non, mais... Je suis dans le timing. Presque, pas beaucoup. Donc s'appuyer sur les habitants pour construire le tourisme demain. Je crois que c'est M. Bonin qui en parlait tout à l'heure en introduction. Hein. On a vu apparaître dans certaines zones où il y a des fortes tensions touristiques. Barcelone, la photo à droite, c'était pris une photo à Barcelone. En bas à droite, Parisien dégage, t'as Paris-Plage. Ça, c'est à Biarritz. Mais l'obligation, voilà, de vraiment... en tant qu'organismes locaux de tourisme, au moment où là on a les régions, les départements qui écrivent leur schéma touristique, l'importance de vraiment s'appuyer sur les habitants pour construire le tourisme de demain, d'aujourd'hui et de demain, parce que on voit naître des difficultés. Le tourisme a un impact direct sur les habitants. On parlait de Biarritz, ou même à niveau local, sur Honfleur, où on a des difficultés pour pouvoir trouver pouvoir se loger. Le prix de l'immobilier explose et ça amène des difficultés pour les habitants. Et du coup, voilà, vraiment les offices de tourisme, les départements, les régions intègrent maintenant cette dimension-là et interrogent les habitants pour pouvoir construire le projet touristique de demain. Ce qui est le cas, là, c'est un exemple tout frais sur la capture d'écran à gauche de la communauté urbaine d'Alençon, qui justement est en train de travailler avec un cabinet pour monter sa stratégie touristique sur les 5 années à venir. Et du coup, une des briques de ce travail, de cette réflexion, est de s'appuyer, d'interroger les habitants pour voir comment ils imaginent et ils pensent le tourisme de demain sur la communauté urbaine d'Alençon. Ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup. Mais des questions pourront vraiment venir préciser certaines choses. On a donné la parole à des responsables de réseau et je voulais maintenant qu'on puisse avoir une parole de la part de gens qui sont dans des lieux qui accueillent des publics en général. Donc je donne d'abord la parole à Karine Sprimont. Tu es directrice de la communication et du développement des publics au centre historique minier de Leward. Là, on est obligé de faire une petite présentation, mais rapide, de ce qu'est ce lieu. Et tu vas nous expliquer comment est-ce que vous avez tissé des liens avec les habitants dès le début et comment ça continue aujourd'hui, 40 ans après ? Non. Oui, c'est ça. 40 ans après. Merci. Voilà. Donc je vais commencer effectivement par un bref historique de ce qu'est le centre historique minier pour que vous compreniez bien le contexte dans lequel il a été créé et à quel point les habitants effectivement ont été associés dès le départ au projet et comment ils le sont encore aujourd'hui.
Donc, le centre historique minier est un musée de la mine qui est installé dans une ancienne fosse qui a fonctionné pendant 40 ans dans le nord de la France, à la fosse des Lois. Et donc, elle a fonctionné de 1931 à 1971. Et à la date de sa fermeture, les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, c'est-à-dire l'entreprise qui gérait l'ensemble des fosses dans la région, avaient décidé de conserver un site pour y créer un centre historique minier. Donc, c'est vraiment un projet de l'entreprise. Hein, ça, c'est très important puisque l'entreprise avait évidemment les bâtiments, l'outil de travail. Enfin, il y a eu du coup une constitution de collection très importante. Donc la fosse des Lois ferme en 71. Les houillères décident à ce moment-là effectivement de conserver un site pour en faire un centre historique minier. Et comme cette fosse venait de fermer, donc tous les bâtiments étaient encore en place, en bon état. Elle était proche du siège social qui se trouvait à quelques kilomètres de là, en plein cœur du bassin minier, et représentative de l'ensemble des fosses qui avaient fonctionné pendant l'entre-deux-guerres, donc à une période intéressante de l'histoire de l'exploitation minière. Donc c'est cette fosse qui a été choisie pour y accueillir le projet. Alors, dès le départ, effectivement, comme l'activité minière était encore présente, et que la création d'un musée pouvait avoir une connotation passée, l'entreprise avait souhaité créer 3 structures complémentaires sur ce site, donc un musée de la mine du Nord-Pas-de-Calais, un centre d'archives et un centre de culture scientifique de l'énergie. Donc une équipe est... Voilà. Donc, dès les années 70, une équipe est détachée sur le site pour, au fur et à mesure de la fermeture des autres fosses dans le bassin minier, récupérer les outils, le matériel, voilà, enfin, tout ce qui provenait effectivement de ces autres fosses pour constituer une collection très importante, une collection de plus de 15 000 objets avec des collections géologiques, techniques, bien sûr, ethnologiques, graphiques. Récupérer aussi les archives qui provenaient des anciennes compagnies minières et des houillères, donc pour créer un centre de ressources documentaires extrêmement important, qui comprend 2,5 km d'archives techniques, 500 000 photographies, 7 000 livres de bibliothèque, 600 films. Centre d'archives sur lequel, évidemment, nous nous appuyons pour monter nos expositions, nos publications, pour faire nos recherches, mais qui est aussi, bien sûr, ouvert à tous les publics et qui accueille en moyenne une 40aine de travaux universitaires par an, ainsi que de nombreux journalistes, réalisateurs, etc. Et une 3e composante, donc un centre de culture scientifique de l'énergie qui, dès le départ, en fait, avait été conçu comme le volet d'avenir du centre historique minier pour évoquer cette thématique des énergies à partir de l'histoire du charbon, mais de façon beaucoup plus large. Donc ce projet va mûrir pendant cette constitution de collection va s'effectuer pendant une dizaine d'années jusqu'en 1982, date à laquelle l'entreprise se tourne vers le ministère de la Culture et les collectivités territoriales pour créer une association loi 1901 avec l'objectif d'ouvrir ce site au public donc 2 ans plus tard, en 1984. Et dès le départ, en fait, dès l'ouverture du site au public, des anciens mineurs étaient présents pour assurer des premières visites. Et c'est un dispositif qui a perduré pendant de nombreuses années, puisque pendant une vingtaine d'années, en fait, ce sont des anciens mineurs qui guident les visiteurs dans les galeries. Donc aujourd'hui, ce sont des médiateurs culturels qui les ont remplacés, alors qui ont été formés au contact de ces anciens mineurs et qui les ont remplacés avec bonheur, puisque les visiteurs sont vraiment extrêmement satisfaits de ce système de médiation. Donc ces médiateurs, évidemment, alors sont issus de formations très diverses, mais donc ont été formés au contact de ces anciens mineurs et donc savent vraiment aussi transmettre une émotion. Et donc cette visite dans les galeries, donc c'est une visite qui
qui dure 1 heure, où les médiateurs en fait immergent vraiment les visiteurs dans l'ambiance qui régnait au fond, en les emmenant de chantier en chantier, en mettant les machines en fonctionnement et donc en expliquant toute l'évolution des techniques, des conditions de travail, de sécurité, etc. Et donc cette visite guidée est complétée par une découverte libre des grandes expositions thématiques qui ont investi l'ensemble des bâtiments de la Fosse des Lois, donc depuis la formation du charbon, les 3 siècles d'histoire de la mine, la vie quotidienne des mineurs, les différents bâtiments industriels. Et les anciens mineurs continuent à intervenir sur le site sous forme de rencontres témoignages, donc sur un format d'une demi-heure, au cours de laquelle donc le mineur, comme l'indique le nom de la rencontre des témoignages, amène vraiment son propre témoignage sur ce qu'il a vécu au fond et au jour, et rencontres donc au cours desquelles le public pose toutes les questions qu'il souhaite. Alors, pendant dans cette histoire du site, une date importante au début des années 90, donc 1990, c'est la fermeture du dernier puits de mine dans le Nord-Pas-de-Calais, donc c'est vraiment le moment où la mine va entrer dans l'histoire, et un changement de direction au sein du centre historique minier, puisque avant les années 90, c'était un administrateur des houillères qui dirigeait ce centre, et au début des années 90, donc un nouveau directeur arrive qui est issu du monde de la culture et de l'éducation nationale, et avec justement pour objectif d'ouvrir davantage ce centre historique minier vers le monde de la culture, du tourisme, de l'éducation nationale, donc avec la création d'un service de médiation culturelle, d'un service communication, le développement des liens avec l'éducation nationale, le monde du tourisme, les médias, et puis la mise en place de projets avec la population locale, notamment différentes associations, mais j'y reviendrai dans les exemples, et avec des objectifs de fréquentation qui répondent aux missions de ce centre historique minier, qui sont la conservation et la diffusion de la culture minière auprès de tous les publics, c'est-à-dire autant auprès des habitants que des touristes. Et donc sont mis en place une alternance d'événements culturels et d'expositions dans cette perspective, avec la mise en œuvre d'une stratégie de communication idoine, notamment en matière de relations presse et de relations publiques. Donc je vais vous citer quelques exemples concrets d'actions qui sont menées avec et en faveur des habitants. Donc, au milieu des années 90, en fait, nous avons lancé une grande collecte auprès de la population, parce que si nos collections comprenaient donc de nombreux objets techniques, géologiques, etc., nous avions peu de collections ethnologiques. Et donc nous avons fait un appel à la population pour recueillir des objets, des outils, des documents, des témoignages. Et ces collectes ont tout de suite bénéficié d'un grand succès. Nous avons eu énormément de réponses de la part des habitants qui, en fait, étaient très fiers de pouvoir nous amener des objets, des témoignages, etc., pour contribuer à l'enrichissement de nos collections. Et leur réaction, c'était vraiment de nous dire, voilà, moi je préfère que ce que j'amène soit vu par 150 000 visiteurs plutôt que ça reste dans mes tiroirs, je ne sais pas ce que mes enfants souhaiteront en faire, etc. Donc ces collectes ont permis une véritable appropriation du musée par les habitants, à tel point que nous n'avons même plus besoin d'organiser ces collectes, puisque chaque année, nous avons de très nombreux dons spontanés. Et chaque année, donc au mois de décembre, à l'occasion de la Sainte-Barbe, c'est-à-dire la patronne des mineurs, nous organisons une grande cérémonie des donateurs, au cours de laquelle donc, nous invitons tous les donateurs de l'année à se réunir chez nous, où nous présentons justement les dons qui nous ont été faits, nos acquisitions. Nous invitons la presse qui aime beaucoup cette manifestation, parce qu'à chaque objet ou document est liée une histoire, et souvent une histoire très émouvante. Donc les médias se font un excellent relais de
de cette opération. Et puis, comme vous le voyez, donc, nous photographions les donateurs avec un de leurs objets. Et ces photographies sont présentées pendant une année dans le hall d'accueil du musée, ce qui permet justement de montrer à tous les publics la façon dont les habitants s'approprient le lieu. Alors, nous organisons également des événements plus ciblés. J'évoquais tout à l'heure le travail avec les associations. Donc là, pas plus tard qu'au mois de décembre, nous avons organisé une manifestation que nous avons appelée Regard croisé sur l'immigration marocaine, puisque vous savez sans doute que de nombreuses populations immigrées sont venues travailler dans les mines du Nord-Pas-de-Calais et sont restées, et notamment les mineurs marocains à partir des années 60. Et donc nous avons eu l'opportunité de projeter en avant-première un documentaire réalisé par Frédéric Lafont, donc un documentaire qui s'appelle La vie devant nous sur l'immigration marocaine. Donc le réalisateur était venu travailler dans nos archives pour préparer son documentaire. Et par ailleurs, nous avions eu aussi un contact avec une romancière dont le père, donc romancière de la région, dont le père était venu aussi travailler dans le même contexte et qui a écrit un ouvrage sur cette thématique. Et donc voilà, nous avons organisé cette manifestation, projection et lecture d'extraits de livres avec différentes associations, notamment une association des mineurs marocains qui est sur notre territoire. Et ça a donné lieu à des échanges extrêmement intéressants parce que les mineurs marocains sont venus en nombre avec leurs familles et puis avec d'autres publics. Et voilà, là aussi, donc, des témoignages très émouvants et une appropriation de ces personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, effectivement, de fréquenter les musées et même notre musée, alors que pourtant c'est leur histoire qui est présentée. Mais des manifestations comme celle-là permettent vraiment de développer les liens avec les habitants. Rapidement, sur vos deux derniers exemples. Oui, alors nous travaillons aussi beaucoup en direction des familles du territoire, avec de nombreux événements qui sont organisés tout au long de l'année. L'objectif étant vraiment de proposer de découvrir le musée autrement, donc à la fois pour les visiteurs qui sont déjà venus et qui du coup viennent relever des défis sportifs, résoudre des énigmes, mais toujours en lien avec la mine, et puis de capter aussi de nouveaux habitants. Beaucoup de travail est mené avec les écoles du territoire parce qu'en fait, les enfants des écoles élémentaires sont nés après l'exploitation minière et donc sont environnés de traces dans le paysage, des fosses de mines, des terris, des cités minières, mais ne connaissent pas forcément leur signification. Et voilà, donc tout un travail est mené effectivement auprès des écoles, donc des élèves qui, en général, sont passionnés par ce qu'on leur raconte et deviennent aussi prescripteurs, emmènent ensuite leurs parents en visite au musée. Alors, donc, voilà, on a envie de savoir sur effectivement, les 150 000 visiteurs, combien sont des locaux. Voilà, donc sur les chiffres de 2019, donc plus de 157 000 visiteurs ont été accueillis. Donc en moyenne, ce sont 150 000 visiteurs qui fréquentent le centre historique minier chaque année. Donc vous voyez effectivement que les visiteurs des Hauts-de-France représentent à peu près 60% de notre fréquentation, ce qui est important. En matière de composition des publics aussi, donc de nombreux visiteurs individuels, donc essentiellement des familles, et puis les groupes scolaires, effectivement, voilà, vers lesquels nous menons un travail important, et les groupes adultes. Merci. Voilà, donc beaucoup de... Je termine rapidement. Sur la presse donc, comme je le disais, beaucoup de travail mené aussi auprès de la presse locale qui suit vraiment toutes nos activités, qui se fait un relais extrêmement important auprès des habitants. Et puis, donc une structure qui évolue en permanence. Donc, je citais tout à l'heure le Centre de culture scientifique de l'énergie. Donc, nous venons d'ouvrir un nouvel espace permanent consacré à cette thématique, dont de nombreuses expositions temporaires chaque année, des événements culturels. Et puis, donc, une véritable fierté de la part des habitants, comme l'atteste cette étude de public que nous avons menée très récemment. Donc, vous voyez des mots très forts, en fait. C'est l'ADN de la région. Il ne faut pas oublier, sinon qui va raconter l'histoire, voilà, un lieu où se croisent grande histoire et histoire familiale et intime de toute une région.
C'est bien de finir sur la fierté parce que je pense que de toute façon, c'est presque un fil conducteur à travers nos différentes tables rondes, on se rend compte. Merci beaucoup, Karine. Merci. Et pour terminer, dans ces présentations, il y avait un lieu tout à fait étonnant. J'ai l'impression que quelqu'un l'a montré tout à l'heure, je me demande si c'est pas Laure, le couvent des Clarisses. Je ne sais pas si c'était celui de Roubaix que vous présentiez, mais en tout cas, on a là Simon Givelet, qui est architecte d'un collectif et qui va nous parler d'un lieu qui a ouvert donc, dans un ancien couvent de Clarisse, à Roubaix, qui s'appelle les Saisons Zéro. Et j'adore le titre que tu as choisi pour finir. Et du coup, la question, je la pose. Comment on ouvre un lieu construit pour être fermé et comment, notamment, on l'ouvre aux habitants du quartier? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse parfaite. Comment vous faites aujourd'hui? Donc, je vous raconte très rapidement pourquoi on est arrivé là. Donc, on a une association LO 1900 d'architecture à Roubaix. Globalement, si on revient, je pense qu'on peut expliquer globalement ce qu'on fait à travers la question de la réhabilitation, pris au sens très littéral, c'est-à-dire redonner une pertinence à quelqu'un ou quelque chose qu'il a perdu dans un contexte donné. C'est une définition qui est à l'origine plutôt pénale et plutôt à portée morale, mais j'y reviendrai un petit peu après. Donc ça nous a amené à réfléchir à la réhabilitation, par exemple, des matériaux de réemploi dans la construction. Le grand contexte, c'est que le BTP produit aujourd'hui 73% des déchets de France et consomme 50% de l'énergie nationale. Donc ça va chercher à des questions évidemment environnementales, mais aussi patrimoniales, et notamment sur le patrimoine du XXe. Cette activité nous a amené à faire donc un certain nombre d'études de faisabilité, techniques, assurantielles et compagnie. Je ne continue pas trop là-dessus. Mais ça nous a amené surtout à réfléchir à la réhabilitation alternative, et notamment thermique, des maisons 1930. Donc c'est une typologie d'habitat dans le Nord. Le contexte, c'est qu'on en retrouve de Liverpool à la Belgique, en Allemagne, tout un grand croissant nord-européen qui a partagé toute l'histoire industrielle et qui, du coup, a produit un habitat assez dense sur une courte période de temps, entre 1880 et l'entre-deux-guerres, en gros. Et on retrouve toujours les mêmes matériaux, les mêmes sens de portée. Voilà, et ce n'est pas un standard, c'est bien une typologie qu'on a extrêmement de mal à réhabiliter et qui est souvent en cause dans les cas de précarité thermique. Ça reste encore 60% du logement dans la métropole lilloise. Et donc, on a beaucoup réfléchi à beaucoup réfléchi à réhabiliter ces typologies en s'inspirant d'un certain nombre de dispositifs qui ont été développés au Moyen-Âge et bien répertoriés par Viollet-le-Duc, de double fenêtre, de tenture, bon voilà. Je ne continue pas trop là-dedans, mais en tout cas, nous, on vient d'ici. Et finalement, le monastère des Clarisses n'est qu'une autre facette de cette question de réhabilitation. Et là, on y a répondu par de l'occupation transitoire. Donc le contexte, c'est qu'on a beaucoup de lieux vides. À Roubaix, on a un peu moins de 30% de la ville qui est vide. Si on dézoome un poil, on arrive à la métropole qui a 1000 hectares de friches, dont un tiers de ces mètres carrés sont des friches depuis plus de 20 ans. Et puis si on dézoome encore, on a en Europe 11 millions de logements vides et 4 millions de SDF. Donc je ne dis pas qu'il faut mettre ces personnes dans ces logements, je dis juste qu'on a un problème de réhabilitation. Et le monastère des Clarisses, finalement, c'est un bâtiment un peu iconique qui nous a permis de tester, d'éprouver une alternative vis-à-vis de cette vacance urbaine. Donc, l'histoire, c'est qu'il a été construit en 1874 pour un ordre de sœurs Clarisse, donc fermé, qui ne sortait pas. Mais il y a eu aussi un programme d'école et de chapelle qui, lui, du coup, accueillait le public. Donc ça a été un vecteur d'enracinement dans le quartier très très fort. On trouve toujours encore toutes les semaines des gens qui nous disent « Ah, bah, j'étais là en classe, je me rappelle de Madame Christine. » Et donc en fait, ça veut dire qu'on a la conjonction d'un bâtiment extrêmement fermé qui respecte la clôture à tout prix et puis d'un bâtiment extrêmement ouvert au public. Et contre toute forme de communautarisme, on en parle beaucoup à Roubaix, encore plus en ce moment. Là, je vous parle de gens, donc des musulmans pratiquants qui sortent de la mosquée d'en face et qui nous disent « Faites attention, c'est un bâtiment spirituel ». Donc en fait, ça a été vraiment un vecteur de lien dans le quartier. Donc il fait sa vie. Voilà. Vous avez des photos? Les gens, Oui. ils sont trop impatients de voir quelle tête ça a. Ouais, je vous montre des photos de quand on est arrivé qui étaient c'est sur le verre, hein, c'est ça?
ça veut pas. Tu peux regarder? Ouais, voilà, c'est bon. Donc voilà, on voit, c'est fermé. Les premières photos, c'est à peu près dans l'état dans lequel on l'a trouvé en 2019. Donc, comme je disais, le bâtiment a vécu sa vie de monastère avec une vie religieuse, 132 ans. Et puis en 2008, donc pour avoir une idée, ça fait 8300 mètres carrés de surface plancher. Et en 2008, il n'y avait plus que 4 sœurs Clarisse. Non, mais je... Ah si, c'est bon, c'est juste lent. C'est bon. Et donc en 2008, le bâtiment a été vendu. Plus que 4 sœurs dans 8300 mètres carrés, c'est pas énorme. Et puis il y a eu le décès de la mère abbesse qui a un peu tout précipité. En 2009, le bâtiment a été inscrit sur l'inventaire supplémentaire de bâtiments historiques. Et puis 11 ans de rien. C'est-à-dire que le bâtiment s'est dégradé. Donc là, on voit un petit peu l'état général. Et donc là, si je vous redonne le contexte, c'est 20 millions d'euros pour habiliter ce site sur des taux à peu près normaux. Et pas de méthode, pas de programme et pas de fonds. Propriété de la ville. Donc, l'occupation transitoire qu'on a établie, en gros, il y a 2 éléments. Il y a l'objet, c'est d'éprouver une réhabilitation alternative du patrimoine. Disons que le sujet, c'est de faire un laboratoire sur les impacts environnementaux. Je vous laisserai des questions sur cette partie plus tard pour ne pas trop traîner là-dessus. Le principe, c'était de reprendre ce petit monde fermé qui était celui des Clarisses, de l'ouvrir vers l'extérieur et d'ouvrir le bâtiment. Le projet, il est en très grande partie autofinancé. Et donc, c'est un petit peu par là que je prends la question des occupants, des habitants, pardon. C'est que, en fait, on l'autofinance avec 5 blocs économiques qui nous ont permis, en gros, de mettre sur site une buvette, une auberge de jeunesse, un système d'accueil de groupe, une salle de spectacle et, ce que j'ai oublié, des bureaux. Il y a des gens qui louent des bureaux. Donc ça nous sert globalement à 3 choses. Faire rentrer les gens sur le site, puisqu'ils ne rentrent pas si c'est juste voir des bâtiments vides. Enfin, on fait des visites un petit peu patrimoniales, évidemment, mais voilà. Et ça permet surtout de vivre le patrimoine et de lui redonner un petit peu un sens quand même. C'est un petit peu sporadique, les photos, donc je ne vois pas trop ce qui va arriver, mais je vais m'en accommoder. La deuxième chose, c'est que ça permet de financer le site, comme je vous l'ai dit. Et la troisième chose, c'est que surtout, ça nous permet de nous poser des questions à travers le prisme de la communauté, au sens quartier, disons, la question des impacts environnementaux. Et donc je redis, ouvrir un lieu au public qui a été construit pour être fermé, ça consiste en gros à se reposer la question de ce que c'est que l'ouverture publique. Donc là, on est dans le cloître. Je rattrape un peu le retard. Voilà, il y a plein de trucs abîmés. Ça, c'est l'ancienne école et cantine, vue de face et de dos. Hop. Et ça, c'est le jardin qui était une véritable jungle quand nous sommes arrivés. Voilà. Donc, en gros, les parties en jaune... hop. Là. Non. Là. Ici, c'est globalement la cour d'école et l'école. Et donc, en fait, c'est les seuls endroits qu'on a pu, au prix de plein de petits bricolages normatifs et réglementaires avec le capitaine des pompiers, ouvrir ça en ERP, donc établissement recevant des publics. Là-dessus, on est inattaquable, c'est absolument parfait. Tout le reste, ça ne l'est pas. Et pourtant, comme vous le voyez, il y a une auberge en orange, il y a des bureaux, des communs en bleu et compagnie. Donc, il y a la question de la protection au feu, il y a la question d'un patrimoine qui a été construit dans une idée de sobriété. Donc et puis surtout, il n'y avait pas de réseau. Et donc là, dès qu'on dit on reçoit du public, ça veut dire des câbles rouges vifs partout, des extincteurs, tout ça. Donc il y a toute cette question normative, puis il y a la question fondamentalement de l'usage et de l'espace public. On est donc le quartier de l'Epeule, c'est un site qui est en QPV, quartier prioritaire de la ville, qui est un des plus denses de France. Et c'est un espace, sans faire forcément de relation entre les deux, c'est un espace très dur, très genré, assez sale, violent, l'espace public. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait rentrer cet espace public au sein du monastère ?
C'est ce qu'on fait avec la cour d'école. Ou est-ce qu'on propose quelque chose qui s'appuie plutôt sur le contraste ? C'est-à-dire, si tous les cafés de la rue de l'Epeul à côté sont exclusivement masculins, nous, on se permet par exemple de faire des activités non mixtes, etc., etc. C'est une autre forme d'ouverture publique. Et donc réservée aux femmes, ouais. Voilà, ça c'est des questions qui sont toujours en vigueur. Hein. Je ne vous dis pas qu'elles ont été tout à fait arbitrées et réglées. Mais en gros, voilà, il y a ça. Il y a jouer un peu sur cette forme du contraste et proposer des choses qui n'arrivent peut-être pas autrement ou dans d'autres sites. Donc là, je vous ai remis cette question parce que je crois qu'il faut que jamais qu'on l'oublie. Et ça me permet de rappeler que l'autre question qui est liée à celle des habitants, c'est la manière qu'on a de faire ça. C'est-à-dire qu'on est architecte, mais du coup, on est aussi concierge et on habite sur place. Et ça, je crois que c'est très, très important parce que finalement, les habitants, c'est un peu nous aussi. On a vraiment essayé de désinstitutionnaliser le débat au maximum dès le début. Donc, ce que je n'ai pas fini de vous dire, c'est que nous, on est rentré dans le site toute fin 2019. Donc là, ça fait 2 ans, quoi. Et en 2 ans, on a le temps de croiser 1 fois, 2 fois, 3 fois le voisin. Puis au bout d'un moment, on finit par se parler. Il y a le ballon du stade de foot d'à côté qui est arrivé dans le jardin. Bon, toutes ces petites choses-là qui ont l'air un peu accessoires font qu'on s'intègre complètement dans le quartier et que finalement, il n'y a plus vraiment de distinction entre habitants, gestionnaires, nous, on est une équipe de 10 personnes, en gros, entre cette équipe-là et les gens de l'extérieur. Et donc j'ai remis cette photo qui nous fait un petit peu rire, moyennement rire en fait. C'est qu'en fait, vu qu'on fait des tests sur la sobriété, la frugalité, les impacts environnementaux, on amène aussi le public qui vient, par exemple, à l'auberge de jeunesse, expérimenter ça de manière immersive. Le seul problème, c'est que vu que nous on habite dedans, on ne sort jamais trop de l'expérience. Mais si je vous donne un exemple, l'auberge de jeunesse, c'est comment vous faites pour recevoir aujourd'hui des gens pour dormir dans un bâtiment non chauffé, non isolé, avec des briques, des murs en briques extrêmement épais, donc avec une inertie thermique qui fait que, globalement, il fait toujours plus froid dedans que dehors. Du coup, on s'est dit qu'on faisait des lits à baldaquin, donc on les teste, ça ne marche pas du tout. Au bout d'un mois, on constate que le rideau ne coupe pas du froid du tout. Donc on refait d'autres tests jusqu'à arriver à un 3e prototype qui nous paraît bien, on le multiplie. Et du coup, c'est les gens qui viennent à l'auberge, qui est une forme de public, et il y a notamment des gens du quartier qui viennent, qui deviennent expérimentateurs de ce sujet-là. Donc je vous mets quelques autres photos pour vous montrer un tout petit peu le site plus en activité. Il y a un gros travail qu'on pourra aborder, si vous voulez, ensuite avec la DRAC, avec l'UDAP notamment, sur comment on fait pour intervenir sur un site inscrit sans déposer un permis sur la totalité. De la même manière, on a fait la même chose avec le SDIS, donc les pompiers pour les parties ERP. Et donc ça, par exemple, c'est une fiche patrimoine, c'est tout un mandat patrimoine qu'on a constitué, créé et qu'aujourd'hui on exploite avec la DRAC, qui nous permet de permettre en fait finalement à l'UDAP d'exercer sa fonction, c'est-à-dire en l'occurrence pour la préservation du patrimoine, c'est le contrôle et l'archivage, mais pas sur la totalité du site, sur des petits points. Donc ça, c'était assez long et compliqué à mettre en place. Aujourd'hui, on est capable de dire, on aimerait avancer sur ce point-là, oui, non, en 1 semaine, on a la réponse et on peut avancer. Entre parenthèses, je pense que c'est un protocole qui gagnerait beaucoup à être répliqué dans d'autres espaces. On voit qu'il y a tous les outils, ça c'est sur votre site ? Cet outil-là, non, parce qu'il nous reste encore 2 ans pour le critiquer, l'analyser et l'améliorer. Mais on en parle qui le veut. Et on essaiera de le diffuser au maximum par la suite. Par exemple, là, c'est une de mes collègues qui a fait des systèmes de tampons thermiques dans les bureaux. Donc c'est la partie noire que vous voyez, qui est très intéressant sur le plan thermique. Pas besoin de mandat patrimoine dans ce cas-là, puisque c'est du réversible. C'est un petit peu le cadre qu'on se donne. Et à droite, vous ne verrez pas tout le projet, mais voilà, c'était juste enlever un certain nombre de choses et en rajouter. En suivant la fiche patrimoine, on est dans les clous. Voilà. Dernière petite anecdote, si ça va encore. Ouais, c'est la fin, et après on essaiera de prendre 2 questions. Là, je vous montrais l'endroit de la halle et la cantine, un peu tout en friche. Donc là, c'est le même endroit quelques mois plus tard. Et en fait, ce qu'on a fait ici, c'est juste une anecdote. En fait, je vais vous dire que ça, c'est que j'avais fait venir des gens pour traiter le mérule. Donc vous ignorez probablement pas que le mérule, c'est pas une super bonne nouvelle.
et qu'il faut le traiter. Et donc, les gens que j'avais fait venir m'ont dit « Ouais, mais votre truc, là, il est tout pourri, c'est une friche, nanana, ça sert à rien, on fait pas. » Et j'avais fait revenir ces mêmes personnes-là un mois après. Donc après, juste ça, hein, c'est 110 € le mètre carré, c'est pas énorme en termes d'investissement. Il y a eu de la peinture et voilà. Donc là, c'est des expos qu'on fait régulièrement. Et là, il m'avait dit, mais bien sûr qu'il faut réparer la salle d'exposition. Et ce truc-là, ce mini-truc, mais c'est vraiment... c'est un petit changement. Voilà. Nous, c'est ça qu'on essaye de faire. Donc c'est avant la réhabilitation technique. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que la réhabilitation, en l'occurrence, c'est les habitants, c'est pas qu'ils ont leur place, c'est que c'est le principal moteur de cette dynamique-là. C'est que la réhabilitation, là, elle est avant tout esthétique, sociale, affective, si vous voulez. Il faut redonner en fait du sens dans ce bâtiment, redonner du sens à ces éventuels 20 millions qui viendraient, mais pour une raison. Et je pense que c'est ça notre manière de réhabiliter avec les habitants. Merci beaucoup. Voilà. Alors, quelle heure est-il ? On est un peu dans les choux sur le timing et il y a le repas qui nous attend, mais quand même, sachant que pendant le repas, évidemment, nos intervenants sont là et qui peuvent répondre à vos questions. Mais s'il y a une question dans la salle, vraiment, ça vous brûle les lèvres et vous voulez à tout prix pouvoir interroger nos intervenants qui sont là. Et alors là, personne n'ose du coup lever la main. Si, Monsieur Gaubry. Non, simplement dire merci pour avoir cité les écoles et le jeune public que nous recevons tous dans nos musées, parce que c'est une part importante, à mon avis, de l'intégration des habitants dans les processus culturels. Voilà, puisque c'est vraiment, voilà, en travaillant sur les projets d'éducation artistique et culturelle, des choses comme ça, mélangeant les cultures et en intégrant les scolaires dans tout ça, c'est aussi leur approprier le patrimoine d'une autre façon. C'est un peu à ça que j'arrivais dans toutes ces présentations. Je me disais, il y a quand même un enjeu à chaque fois, c'est et pour les plus jeunes. Comment on arrive à toucher les plus jeunes ? Et je trouve que vous y avez répondu peut-être chacun. Et en tout cas, c'est sûr que c'est un enjeu. Je vois une autre question au fond. Bonjour, moi j'avais juste une question pour Office de tourisme de Normandie et puis une remarque après. 40% de locaux dans la fréquentation des OT, c'est avant Covid ou c'est... Oui, c'est les chiffres 2019 et cette part augmentée en 2020-2021, bien entendu. Et du coup, merci aussi d'avoir évoqué la question de qu'est-ce qu'on fait quand les habitants se sentent dépossédés de leur patrimoine par les touristes. Voilà, c'est un enjeu aussi important, enfin à mon sens. L'un de vous sur la table, effectivement, sur cette confrontation ou pas, en tout cas, est-ce que vous avez une réponse à donner dans vos lieux ou entre la place des... Chez nous, j'avoue que la question ne se pose pas. Enfin, non, les habitants et les touristes vivent très bien ensemble au centre historique minier. On voit d'ailleurs qu'effectivement la fréquentation est équilibrée. Et puis, je dirais que les touristes viennent pour découvrir une culture. Donc, les habitants sont sensibles en fait à cet intérêt, et puis viennent découvrir aussi des valeurs en fait qui étaient véhiculées, les valeurs de solidarité, de fraternité, etc. Donc non, je pense que justement pour les habitants, du coup, c'est une véritable fierté aussi de voir arriver les touristes au centre historique minier. Pour nous, c'est l'inverse. Hein. Un des sites les moins touristiques de France, mais non, l'idée c'est vraiment nous pour les habitants, et en fait on travaille beaucoup avec l'Office du tourisme en fait, donc je me reconnais bien dans ce qui a été dit, mais là pour le coup les publics métropolitains voire nationaux, on n'a vraiment pas de mal nous de par notre éducation et tout ça à les capter. Ce qui est dur à capter, c'est les vieilles personnes qui habitent dans les tours en face par exemple. Donc nos efforts c'est plutôt ça quand même. Vos publics éloignés sont en fait ils sont tout proches. Ouais, c'est ça. Enfin, ils sont très très loin culturellement ou mentalement, je sais pas, mais sinon ils sont quand même vraiment voisins à 30 mètres quand même. Écoutez, merci à chacun des intervenants. Tu avais une question ? Non.
Oui, juste une remarque en vous écoutant. Et effectivement, ça fait un panorama entre le tourisme, le visiteur de musée et l'habitant usager. Et ça, je trouve que ça renvoie aussi à ce qui s'est dit à la table ronde précédente. Et je pense vraiment une des manières de penser la valorisation du patrimoine dorénavant et de pas seulement considérer le public comme un visiteur, mais aussi comme un usager. On parlait de qu'est-ce qu'on fait en fait dans le musée, à quoi il sert, et je pense que là, avec cet exemple d'architecture et de patrimoine bâti qui était en déshérence, c'est très intéressant de voir ça. Oui. Ouais, donc Parle fort dans le micro. Je précise un dernier petit mot. En fait, là, on a beaucoup entendu parler de sites qui fonctionnent quand même très bien, qui sont bien avec des équipes opérationnelles et qui ont trouvé des modèles économiques et tout ça. Si vous voulez, en fait, peut-être ce que nous on peut rapporter comme élément, c'est qu'en fait, c'est tout le reste. Et il y a des sites qui sont en déshérence, comme on dit. Je parlais encore il n'y a pas très longtemps avec une personne qui réfléchit à tous les monastères, par exemple, qui ne sont pas gérés par les diocèses, et il y en a beaucoup, beaucoup qui s'abandonnent au fur et à mesure du temps. Mais je dis ça, c'est un petit exemple parmi plein d'autres. Je pense qu'il y a quand même vraiment une grosse réflexion à avoir sur, je ne dis pas que nous, on le fait bien, mais sur la gestion de ces lieux et sur la réactivation, qui soit peut-être muséographique, mais pas que muséographique. En l'occurrence, nous, c'était impensable de réfléchir à un musée dans un quartier comme ça, comme il n'est d'ailleurs pas politiquement acceptable d'avoir 8300 m² vides dans un quartier qui a autant besoin, avec des gens qui ont autant besoin de ces espaces. Donc je pense que ce serait quand même très bénéfique qu'on puisse tous, au niveau sociétal, essayer d'avancer sur cette question, parce que la vacance urbaine, et notamment sur les lieux patrimoniaux, elle est vraiment considérable. Il y a un exemple similaire qui est lisible sur le Padlet à Billon. J'ai mis le lien aussi de réhabilitation d'un ancien couvent. Merci en tout cas à tous nos intervenants, ceux qui étaient loin, et puis à vous tous de nous avoir écoutés.